toute la thérapie, hein, parce que ce monsieur a repris son travail en janvier. En septembre, il ne m'a pas téléphoné, no news, good news, comme on dit en espagnol. Et en octobre, il m'a téléphoné en me disant, docteur, je vous téléphone pour un miracle. Je ne me téléphone que pour les miracles, ce brave monsieur. Le miracle, ce n'était pas qu'il n'ait plus mal à la tête, il ne m'a même plus parlé de son mal de tête. Le miracle, c'est qu'il a réussi à vendre sa licence. Parce que depuis quelque temps, les licences se revendent. Les gens qui pratiquent UBER se rendent compte qu'ils perdent leur temps, leur argent et leur retraite. Et donc, ils commencent à réacheter les licences des vrais taxis. Et le deuxième miracle, c'est qu'il avait réussi au mois de septembre à faire reconnaître son diplôme d'avocat français. Et dans la foulée, il a ouvert dans le nord de Paris un cabinet d'avocats qui marche, j'emploie ce terme-là, tant pis mon Dieu, le feu de Dieu. Il a une excellente clientèle, pas simplement congolaise ou africaine, française aussi, car c'est un homme, vous le voyez, qui est de contact vraiment très aimable, et donc il mène sa nouvelle vie. Depuis maintenant, ça fait, j'ai des nouvelles de lui, parce qu'encore le nouvel an, je reçois la carte de vœux qu'il m'envoie. Donc ça fait 3 ans, 4 ans qu'il a changé de vie totalement. Grâce au travail d'auto-activation. Parce que le travail que j'ai fait, vous l'avez vu dans la première séance, c'était un travail banal. Hein, c'était la même séance, hein, avec la même structure que celle qu'on a travaillée toute cette matinée. Cette deuxième séance, elle est différente, et pourtant c'est la même structure que ce qu'on a travaillé ce matin. Vous retrouvez la même chose, c'est-à-dire quand je me suis trouvé devant l'obligation de faire une séance. Je n'étais pas obligé de faire une séance, mais je préférais quand même en faire une sans chercher trop de changements. D'ailleurs, j'ai presque pas parlé de la douleur, j'ai fait une métaphore du changement assez simple, et j'ai suivi tout simplement dans ma tête, c'est ce que fait Rémi aussi. On pense à la structure, cette structure qu'on vous a donnée et qu'on vous a donnée ce matin. Avez-vous des questions sur cette séance? Oui, il n'y a pas eu de souvenir là. Non. C'était fait exprès ou... La première fois non plus. On est parti, il y a eu une première fois. on est parti sans le souvenir, et quand je l'ai interrogé, il m'a donné la partie de foot. Oui. On est parti sans le souvenir, et là, à quoi pensez-vous? Je pensais qu'il me donnerait un souvenir. Et il ne m'a pas donné de souvenir. Il m'a donné, on est parti tout de suite dans la symbolique d'une petite flamme dans un grand espace noir. Voilà. Et donc j'ai travaillé là-dessus. Il m'aurait donné un souvenir, j'aurais travaillé sur le souvenir. Voilà. Et sinon, je lui ai demandé, à quoi pensez-vous? T'as pas cherché? C'est déjà la peine. Qui sort au souvenir? Non, le tout, c'est qu'il me donne quelque chose. S'il était resté muet, et qu'il me dise, je pense à rien, je ne vois rien, j'aurais fait la technique que j'appelle, il y a mieux que le rien, c'est le 3 fois rien. Et là, on va explorer ça. C'est pas grand-chose. Il y a beaucoup à explorer, le 3 fois rien. Tu vas à chaque angle, tu as le triangle, tu as une symbolique et tout à explorer. D'autres questions? Mon travail consiste à dire d'autres questions, c'est tout. Alors, d'autres questions? Ça doit être terrible de passer. Ça doit être fatigant, hein, quand même. Ah là, c'est épouvantable, on ne peut pas savoir. C'est pas facile ton boulot, Rémi, c'est bien. Accompagnateur, c'est pas facile. Donc je répète, d'autres questions? Non, c'est vrai? Il a dit le plus dur, c'est de ne rien faire. Exactement. Et tu le fais très bien. Voilà. Avant de voir un tout petit peu de théorie, puis de vous proposer un petit exercice collectif, si vous voulez. Si, j'ai une question. Ah, vas-y. Vas-y. Lorsque tu rencontres différentes personnes, est-ce que ça t'est déjà arrivé de travailler une fois que la séance est finie, ou sans qu'il y ait une séance, de regarder un petit peu, d'essayer de se cultiver par rapport à la personne, son histoire, son vécu, de chercher sur Internet par exemple ce qui m'intéresse, littérature, très fréquemment. Très fréquemment. Très fréquemment, quand on a reparlé hier par exemple de l'Albanie, on a parlé de la reine, là qui m'avait impressionné. À la suite de notre discussion, je suis retourné voir un peu l'histoire de l'Albanie hier soir après le match de foot, tu vois. Donc t'es pas mon patient, mais j'ai rencontré une personne qui m'a orienté vers quelque chose. Non mais ça c'est juste avoir envie de s'ouvrir à quelque chose, mais vraiment pour le travail professionnel. Disons, c'est assez, tu sais que nous sommes des hommes, toi et moi, et la caractéristique principale et la qualité principale d'un homme,
c'est qu'il est égoïste. Et donc tout ce qu'il fait, il le fait pour lui, avant de le faire pour les patients. Et quand un patient m'apporte un élément que je ne connais pas, professionnel, culturel ou autre, dès qu'il est sorti, ou à la fin de la consultation de la soirée, je vais sur Internet pour me renseigner là-dessus. Et les parents, les patients, c'est une source de richesse pour nous. Si on ne faisait pas ça, on perdrait notre temps avec les patients. Ils nous apportent beaucoup, les patients. Ils nous apportent beaucoup. Mais c'est pas obligé. Allez, chacun fait ce qu'il veut. Je sais que Rémi le fait aussi. C'est pas obligé, on n'est pas obligé. Non, je veux dire, pourquoi tu sens obligé ou pas? Mais C'est mon égoïsme que certains appellent la curiosité. Bon, on va dire que tu es nul en notion de sport, machin. Et le type, il t'a parlé du foot. Est-ce que tu te sentirais obligé de regarder un petit peu ce que c'est une équipe de foot avant d'avoir une deuxième séance ou pas forcément? En foot, j'ai quand même une culture comme la sienne, à son niveau, donc ça va. Non. Mais s'il était dans Le rugby. Pardon? S'il aimait le rugby et qu'on invite. S'il aimait le rugby, ça va, parce que moi j'ai joué au rugby. Donc, Oh, mais non! le lancer du javelot, j'ai été champion de France de saut en hauteur. L'athlétisme de 14 à 19 ans. Bon, le judo! Non, alors moi je ne connais pas. Ah, voilà! Alors le judo, bien sûr. Alors à ce moment-là, si je ne connaissais pas le judo, parce que je ne connais jamais le judo, mais je dirais justement, je demanderais à la personne, on fait un métier merveilleux. On fait un métier merveilleux parce qu'on reçoit des personnes de tout univers. Moi j'avais la chance d'avoir un cabinet qui me permettait de voir des ouvriers incultes par rapport à la culture française qui venaient, je vous l'ai dit, de Yougoslavie, qui venaient du fin fond du Maroc ou du désert de l'Algérie, et qui ont une culture différente de nous. Et je voyais aussi des gens très élevés dans la hiérarchie politique, où j'ai vu beaucoup d'artistes ou de choses comme ça, et chacun m'apportait quelque chose. Et l'ouvrier croate, le paysan du Haut Atlas, ou du Moyen Atlas, m'apportait quelque chose que je ne connaissais pas. Et donc, oui, quand je ne le connaissais pas, ben, j'allais sur Internet, avant Internet, j'allais dans mon Larousse ou des choses comme ça, et chercher des renseignements pour approfondir ce qu'il m'avait apporté. Dans la vie, on rencontre sans arrêt des rencontres, soit tu n'en fais rien des rencontres, soit tu les utilises. Et si tu les utilises, ta vie devient riche et intéressante. Si tu ne les utilises pas, ta vie reste ce qu'elle est, elle peut être riche et intéressante. Hein, ça ne veut pas dire c'est pour ça que personne n'est obligé de faire ça. Personne. Voilà. Bon, on est obligé d'apprendre par cœur le diapo là. Lequel? Celui-là? Non seulement il faut le savoir par cœur, il faut se le tatouer. Ah. Je vais le tatouer sur la fesse droite. Voilà. Et je vais vous prendre les bras. Je peux se faire en fleur. Ce schéma, je vais juste avant de faire un autre exercice, on va regarder ce schéma et après on va faire un exercice collectif. Ce schéma, donc, Rémi vous l'a déjà présenté. Ce schéma il correspond à une réalité vivante. C'est la sphère de votre conscience. De votre conscience. Et comme c'est une sphère vivante, elle répond à la première règle qui maintient la vie, c'est la règle de l'homéostasie. C'est-à-dire, comme tout organisme vivant, elle reçoit de la nourriture par 4 flèches et elle élimine. Et disons, elle élimine un petit peu plus ce qu'elle ne reçoit. Ça, c'est la règle de l'homéostasie. Parce que dans la règle de l'homéostasie, si on prend plus qu'on élimine, eh bien, on va mourir très rapidement. C'est la grenouille qui veut devenir aussi grosse que le bœuf. Alors déjà, on voit donc qu'il y a 4 apports de nourriture et une seule sortie. Alors vous avez vu ça, je le reprends rapidement parce que vous l'avez déjà vu. La première entrée qui nourrit cette sphère, ce sont nos 6 sens, c'est la sensorialité. Et la sensorialité, puisqu'on étudie la métaphore, on l'explorera, la proprioception surtout, au niveau de la métaphore donnée par le patient. La deuxième entrée, c'est la mémoire. Et la mémoire, ça va être
l'utilisation de la culture du thérapeute, la question, et l'utilisation des apprentissages, des expertises du patient, qui nourrissent la mémoire. La troisième entrée, c'est ce qu'on appelle la boussole du désir, c'est la place spécifique de la métaphore du changement, on va y revenir un peu en détail. Et la quatrième entrée, c'est l'alarme, c'est la métaphore adaptée. Et que cela se manifeste sous forme de mouvement ou de parole. Chaque fois que le patient capte des informations sensorielles qui viennent de l'accompagnement qu'on fait avec lui, eh bien il a une certaine motricité que l'on voit, qui est parfois minime, parfois importante. Chaque fois que le patient retrouve un souvenir, quelque chose qu'il a mémorisé, ça va dans cet espace central et ça modifie sa motricité que l'on observe. Et je sais en regardant la motricité du patient que le patient il est dans sa mémoire. Et chaque fois que la boussole du désir s'anime, hop, la motricité change aussi. Chaque fois que le patient est alarmé par une métaphore par exemple adaptée, sa motricité varie. La motricité nécessite que l'on soit très observateur avec le patient. Chaque fois qu'on emploie des verbes ou des mots mobilisateurs, ça active ce cinquième secteur, celui de la motricité, ça favorise l'évolution et ça favorise l'évolution de bifurcation, comme on le dit depuis hier. Et tout ça s'entraîne chaque fois une décision. Voilà. Et qui elle-même va relancer sans arrêt ce cercle. Donc pour moi, lorsque je suis avec un patient, au départ, je sais qu'il m'écoute, il est dans la sensorialité, il ne me regarde pas parce qu'il a les yeux fermés, et il me regarde avec les oreilles, disons, il écoute. Et donc il écoute, et je vois qu'il écoute par l'observation de la motricité dans cette phase d'écoute. Et puis à certains moments, je vais dire, il va capter dans les mots que je dis un mot, une image, qui va réveiller le secteur de sa mémoire. Et là, il ne va plus m'écouter, parce que si ce secteur marche, eh bien celui-là, il se tait tout de suite, il n'est plus opérationnel. Bien que les informations, elles sont bloquées, le patient n'écoute que sa mémoire. L'exemple que je prends, je peux en prendre 1000 exemples dans la clientèle, mais je prends un exemple en formation. J'étais à Casablanca il y a 2 ans, j'y serai demain encore au même endroit à Casablanca, et il y avait un patient qui était situé comme Dominique. Là, voilà, c'est un patient, un médecin marocain, et je fais le cours, je parle de l'histoire de l'hypnose, et en parlant de l'histoire de l'hypnose, j'évoque un monsieur de Nancy qui s'appelait le professeur Bernheim. Et mon confrère m'écoutait, prenait des notes, donc je voyais en prenant des notes qu'il était actif, qu'il m'écoute, il prend des notes, il m'écoute, il prend des notes, et d'un seul coup il ne prend plus de notes. Là, il reste le stylo suspendu, et il me regarde sans me regarder, comme je le fais en ce moment. Tu vois, ces regards-là où on est dans la tête, on passe plus dans la tête que de regarder. Et je laisse faire, et je continue à parler, et au bout de 2 minutes, le confrère me dit « Docteur Béthiaud, vous pouvez répéter la dernière phrase, je ne l'ai pas entendue. » Alors je lui dis, je veux bien la répéter, mais j'ai remarqué que ça fait au moins 2 minutes que vous ne m'écoutez pas. Pouvez-vous dire à la troupe à quoi vous étiez en train d'occuper votre esprit? Et alors il réfléchit, il dit, c'est vrai, je ne vous écoutais pas, docteur, je m'excuse. Je lui dis, il ne faut pas s'excuser, hein. Vous êtes en mode de fonctionnement par défaut et c'est normal, vous étiez à l'heure. Il me dit, je ne sais pas pourquoi, je me suis retrouvé à 17 ans, je venais d'avoir mon bac à Rabat, et mes parents m'ont envoyé faire ma première année de médecine à Nancy, où je me suis retrouvé dans l'amphithéâtre Bernheim à Nancy, avec mes copains. Ils ne savaient pas pourquoi. Moi, je savais pourquoi. Hein. Et c'est ce mot Bernheim et Nancy qui est sorti de ma bouche, qui l'a capté, hop, qui a réanimé sa mémoire. Et à partir de là, il ne m'écoute pas. Et ça, c'est important pour nous. Car si ça avait été un patient, je me rends compte qu'il ne m'écoute plus. Et à partir de là, je ne lui dis pas « Oh, vous ne m'écoutez pas ». Non, je le laisse rêver, je le laisse vivre son rêve. Et à ce moment-là, je ne donne ni métaphore, ni suggestion, rien du tout. Parce qu'il ne va pas les capter. Ça va être du temps et de la salive perdue pour moi. Et lui, donc, il ne va pas les capter. Parfois, des jeunes élèves me disent « Mais tu sais, on emploie les métaphores, on emploie les suggestions, les patients, ils ne bougent pas ».
Et quand on regarde leurs films, parce qu'une fois par mois, on fait des séances de supervision à Paris, il vient qui veut, vous êtes invité si vous venez à Paris le 4e mardi du mois, et on voit sur les films qu'ils font des belles métaphores, mais le patient, il est à Nancy. Vous voyez? Et là, vous pouvez toujours y aller, la métaphore ne sera pas active. Elle a été prononcée par le thérapeute, mais elle n'est pas active. Et ce secteur, le troisième qui peut se réveiller, c'est la boussole du désir. La boussole du désir, ou l'agenda du désir, c'est quelque chose qu'on a à l'intérieur de nous. Par exemple, on a dit qu'on a été à 4h30 aujourd'hui, et vous l'avez entériné, comme on dit au Congo. Si je continuais le cours jusqu'à 5h, 5h30, 6h, il y en a qui ont prévu de faire quelque chose à 5h ou 5h30, et au fur et à mesure que l'heure approcherait, eh bien vous ne m'écouteriez plus. Vous seriez dans cette boussole qui vous dit il faut y aller, le Père Béthio il parle, d'accord, maintenant ça devient inintéressant, et moi je dois partir. Ça a déjà commencé. Voilà, c'est cette horloge, je sais bien. Voilà. Et là, c'est une boussole que vous avez tous dans la tête, c'est votre agenda qui est programmé. Et vous le savez tous, vous êtes en vacances, habituellement vous vous levez à, disons, à 6h30 pour aller au boulot, mais là, en vacances, quand vous êtes à la montagne et que vous avez décidé demain de faire une randonnée vers un haut sommet, vous savez qu'il faut se lever à 4h30 pour ne pas avoir le soleil en plein midi quand on est au sommet. Vous avez mis le réveil à 4h30 le matin pour qu'il vous réveille. Et qu'est-ce qui se passe pendant la nuit? À 4h25, vous vous réveillez en vous disant ce putain de réveil n'a pas sonné. Hein? Eh bien, c'est cette boussole qui est là, qui est en permanence et qui conditionne notre comportement si on sait observer le comportement. Vous êtes à la rentrée, il y a Sylvain Porcher qui va venir, un homme qui m'a fait beaucoup souffrir parce qu'il a été mon patron de soins palliatifs pendant 10 ans. Maintenant, je le fais souffrir parce qu'il est dans notre association et c'est moi qui suis le président, vice-président. Et on faisait le cours tous les deux. Moi, j'étais là, lui, il était là, dans notre petite boîte à Villejuif. Il y avait un groupe de 15 ou 16 personnes. Donc, encore toujours de ce côté-là, c'est le côté pathologique, je suis désolé de vous le dire. Il y avait 3 jeunes filles qui venaient de Bruxelles et qui nous avaient prévenu, c'était le samedi, que le cours devait se terminer à 16h30, parce qu'on termine nos cours toujours à 16h30. Et qu'elles partiraient à 16h, parce qu'elles avaient leur train à prendre pour Bruxelles, et donc il fallait qu'elles partent du cours à 16h. Et Sylvain faisait le cours, il n'avait pas été informé de ça. Les jeunes filles étaient assises, comme ça, et à 16h, les 3, presque en même temps, sans s'être concertées, elles continuent à regarder Sylvain, parce que vous allez voir, il est passionnant, il dit des choses passionnantes, mais leurs pieds se tournent vers la porte. Elles étaient comme ça, avec les pieds tournés vers la porte. Ça rend compte de façon non volontaire. Alors je dis à Sylvain, arrête le cours, il arrête le cours, il dit qu'est-ce qui se passe? Il regarde nos trois Belges, et que penses-tu de leur position? Il regarde et me dit, ah ben j'ai l'impression qu'elles sont sur le départ. Et elles ont été surprises toutes les 3, elles ont pris leur position, on leur a permis de partir, elles sont parties. C'était la boussole du désir qui s'était allumée. Un autre exemple, tu l'auras donné, madame. Le troisième exemple, c'est une dame qui est en face de moi. Je suis dans mon cabinet, une dame de 35 ans. J'ai fait un diagnostic d'hypertension artérielle, donc je lui prescris des médicaments contre l'hypertension et je lui explique comment les prendre. C'est important, l'explication est importante. Elle m'écoute, je vois qu'elle m'écoute, elle fait le bruit de la tête, et d'un seul coup, je vois qu'elle ne m'écoute plus, elle fait ce geste. Clac. C'est quoi ce geste? Elle ramène son sac contre sa poitrine. Femme qui ramène son sac contre la poitrine et femme sur le point de partir. C'est un vieux proverbe ariégeois que l'on connaît bien. Et pourquoi elle est prête à partir? Elle ramène son sac. Parce que d'un seul coup, dans sa tête, la boussole du désir vient de lui rappeler qu'elle doit aller chercher son mouflet à l'école ou à la crèche et qu'elle va être en retard. Et à partir de là, elle anime ça et elle bloque les informations. Et là, je lui dis, vous pensez à quelque chose, madame? Elle me dit, oui, je sens que je vais être en retard pour aller à la crèche. Je lui dis, allez-y, hein, rappelez-vous, je lui ai dit quand même qu'il prendre ces médicaments, c'est essentiel, donc un message juste léger, et partez. Hein. Vous voyez, ça c'est là. Et là aussi, pour nous, thérapeutes, il est important de regarder ces mouvements des patients. Les hommes, je ne sais pas se rapprocher du sac, quand ils veulent partir, qu'est-ce qu'ils font, les hommes?
ils se grattent quelque chose. Non, ils mettent la main dans la poche. Il se gratte. Et après, qu'est-ce qu'ils font dans leur poche? Ils cherchent les clés de la bagnole. C'est les clés de la bagnole. Là, d'un seul coup, quand ils veulent partir, les hommes, ils pensent à la bagnole. Et alors, ils cherchent les clés. Est-ce qu'ils ont pas oublié les clés? Voilà, c'est ça. Voilà, c'est des petits trucs d'observation, mais qui sont importants pour nous, thérapeutes, pour savoir si le patient est accessible à ce que l'on dit. Parce que si ce qu'on dit n'est pas entendu, on peut dire les plus belles métaphores, ça ne servira à rien. Et puis celle-là, la dernière, elle s'anime, celle-là, ce secteur, et il bloque tous les autres. Lorsque le patient capte dans l'environnement un message qui l'alarme. C'est-à-dire qu'il lui dit que sa vie ou la vie de personnes auxquelles il tient ou d'objets auxquels il tient sont en danger. Nouvel exemple qui m'avait frappé aussi. Je suis assis à mon bureau, j'ai un patient de 45 ans en face de moi, monsieur, c'est la fin de la séance. Je lui explique comment pratiquer l'auto-activation. Je lui dis, vous vous asseyez position tabouret, vous fixez le but. Une fois que vous avez fixé le but, vous placez les mains comme ça devant votre poitrine et vous fermez les yeux. Le moment où je ferme les yeux pour vous montrer comment fermer les yeux, il se lève, en bondissant, il va à la porte, il sort, il traverse le petit jardin qu'il y a chez moi pour arriver dans la rue. Moi, je reste comme ça, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ma paranoïa se réveille, j'ai dû dire une bêtise, je l'ai vexé ou autre. Alors, ma paranoïa ne dure pas longtemps, parce qu'au bout de 15 secondes, le jardin n'est pas grand, il revient, il s'assied, il me dit, vous avez entendu, docteur? Moi, j'ai rien entendu, parce que quand je parle, je n'écoute que moi. Donc, je n'avais pas entendu. Mais lui, il a entendu, dans la rue, deux voitures qui se rencontraient. Et comme il avait laissé sa voiture garée pas loin de chez moi, il avait peur que ce soit sa voiture qui soit touchée. Alors je lui dis, c'était pas votre voiture. Non, non, docteur, il me dit, c'était la vôtre. Ça ne m'a pas perturbé et j'ai continué à expliquer comment faire l'auto-activation. Et voilà donc l'importance de ce schéma, sans le connaître par cœur, tu vois, Axel, il nous aide beaucoup pour pouvoir placer certaines métaphores et pour pouvoir localiser où se trouve l'attention du patient. Ça, c'est important. Le pouvoir des mots, c'est aussi très, très important. Le pouvoir des mots. Ah, le pouvoir des mots, c'est important. Tout à l'heure, tu as parlé de vacances, et donc, il y a eu une attention toute particulière des urgences d'hier. C'est pure interprétation. C'est à la limite. Des questions? Ça, c'était pour le schéma. Je le dis bien, hein. Des questions? Alors, on oublie le schéma, ça y est, vous l'avez assez vu, on oublie l'exercice, on ne va pas refaire notre exercice. Comme vous êtes sympathique, ce qui est exceptionnel pour les groupes habituels et tout à fait habituel pour les groupes de Rémi, on va faire un exercice qui n'est pas prévu au programme de l'exercice du séminaire sur les métaphores. C'est prévu au programme d'auto-activation. On va donc réviser ça déjà. C'est un exercice qui nécessite d'être debout. Donc, et en plus d'être debout, il faut avoir, vous pouvez vous mettre ici, si vous voulez, il faut pouvoir écarter